Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on reviendra bien sûr sur les manifestations d'agriculteurs. On vous parlera de biochar, on vous parlera de biodiversité et aussi de la baisse des ventes de matériel. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. On va pas se mentir, l'agriculture actuellement, elle tire un petit peu la tronche. Alors, on va faire le diagnostic, ça c'est la partie pas très marrante de l'épisode, mais on va aussi s'attarder sur des points qui font plaisir et qui vont peut-être vous remonter le moral. Mais tout ça arrive après une petite news pour faire un début en douceur. Dans le secteur du télescopique, ça robotise à fond les ballons. Manitou annonce l'acquisition de la branche robotique de Citia. Une équipe de 7 experts rejoint donc la R&D du groupe. Cette opération marque une étape clé dans la stratégie de robotisation de Manitou. A noter que l'autre leader des télescopiques en France, JCB, a mis également un pied dans la robotique, non pas à travers des acquisitions, mais avec des partenariats et des projets de recherche collaboratifs. Affaire à suivre. Je vous l'ai dit, l'agriculture va pas très bien et côté constructeur, eh bien, ça grince un petit peu des dents en ce moment. Le marché français du machinisme agricole a connu en 2024 un net coup d'arrêt. Moins 14% pour le marché apparent, moins 21% à l'export et une production en repli de 16%. Ce ralentissement a fragilisé la filière avec 15 entreprises placées en procédure collective dans l'année. Un chiffre inhabituellement élevé. Un léger rebond a cependant été observé au premier semestre 2025 avec des prises de commandes en hausse de 18%. Certains segments comme l'élevage, les serres ou les espaces verts résistent bien, contrairement à la grande culture et la viticulture. Dans un contexte de déficit commercial persistant, la prudence reste donc de mise pour 2025. Bon, c'est déjà un petit peu badant, hein? Eh bien, c'est pas tout. Côté agriculteur, vous l'avez sûrement remarqué, il y a du nouveau. Ce mercredi 21 mai, à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, des actions ont été menées dans une dizaine de départements. Il faut dire que le rétropédalage des députés au sujet de la proposition de loi visant à lever les contraintes de l'exercice du métier d'agriculteur, portée par les sénateurs Laurent Duplomb et Franck Menonville, a provoqué la colère du monde agricole. Les agriculteurs réclament moins de bureaucratie et plus de respect sur le terrain. La suppression des mesures de simplification, le retrait de l'article qui visait à faciliter le stockage et l'accès à l'eau, ou encore l'ajout de nouvelles contraintes environnementales figurent parmi les principaux griefs. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. À Troyes, environ 70 manifestants ont bloqué l'accès à la préfecture pour dénoncer le détricotage de la proposition de loi. Dans les Alpes-Maritimes, du fumier a été déversé devant la préfecture de Nice. Même scénario à Agen. Et la coordination rurale n'est pas en reste, avec des messages déposés devant la MSA de la Vienne. Une nouvelle phase de mobilisation est d'ores et déjà annoncée à partir du 26 mai, notamment en Île-de-France, où les agriculteurs préparent déjà leur action, comme vous pouvez le découvrir sur ces images, au niveau de la route nationale 12. Eh bien 2025, c'est vraiment bonne ambiance. Heureusement, il y a des gens positifs qui cherchent des solutions et un événement s'est déroulé cette semaine pour les mettre en avant. La salle était pleine. La presse internationale avait délaissé les tapis rouges de Cannes pour être au rendez-vous, mais où donc, me direz-vous? À Paris bien sûr, pour assister à l'assemblée générale de l'association Les agriculteurs ont du cœur. Comme d'habitude, les participants ont pu faire le plein d'énergie et de bonne humeur sans oublier un débat super intéressant sur le thème « Quelle nouvelle solidarité dans ce monde de brut et quelle place pour les agriculteurs et les agricultrices dans ces nouvelles formes de solidarité ?» Car c'est vrai, le monde a bien changé en 2025 et les interventions éclairantes des experts sur scène ont été appréciées. Citons notamment la présence de Stéphanie Rivoal, ex-ambassadrice, Olivier Longuet, directeur d'Action contre la faim Espagne durant 35 ans, Laurence Champier qui a dirigé la Fédération nationale des banques alimentaires, Anne-Lisa Mercier, étudiante à l'ESA d'Angers, Michael Jacquemin, agriculteur, et Nicolas Chaban, cofondateur de C'est qui le patron? Et ouais, je vous l'avais dit, c'était du lourd. Alors, l'année prochaine, si vous êtes au courant de cette assemblée générale, ne loupez pas l'occasion.
Bon, je vois que ça suffit pas, il vous faut remonter le moral de façon un petit peu plus brutale. Eh bien ça tombe bien, on va parler pognon et carbone. Enjoy! Alors non, on n'a pas pété un plomb avec ce titre, mais on vous doit une petite explication. Commençons par un petit rappel express pour les deux du fond, avec un dessin parce que c'est plus rigolo. Dans une unité de méthanisation, on utilise des intrants pour produire d'un côté le CH4, c'est le fameux biogaz injecté dans les réseaux, mais aussi du CO2 biogénique. Et ce CO2, on le relâche souvent dans l'air, alors pas de panique, il est moins polluant qu'un CO2 fossile, mais Yann Raoult, fondateur et président de Waze, s'est dit on peut faire mieux. Il a donc mis au point une technologie capable de capter ce CO2 dans du bois. En fait, notre technologie est complètement intégrée aux méthaniseurs agriculteurs. On vient par piquage prendre le CO2 qui part aux petits oiseaux. Donc on le prélève et on l'utilise dans une cellule fermée qu'on monte en température. On carbonise le bois. Le bois, il y a 50% de carbone et quand il est pyrolysé, on en obtient 80%. Ce bois pyrolysé, vous le connaissez, c'est le biochar, un charbon hyper stable utilisé comme amendement dans les sols qui booste les rendements. Mais surtout, côté crédit carbone, générer du biochar, eh bien, c'est le jackpot. Une tonne de biochar, c'est entre 2,5 et 3 tonnes de CO2 équivalent séquestré, qui est donc du crédit carbone. Aujourd'hui, sur 1000 tonnes de biochar par an produites par un agriculteur méthaniseur, on peut estimer que ça peut être un revenu de l'ordre de 500 000 € par an. Ça vous fait saliver? Moi aussi. Mais au-delà du porte-monnaie, à l'échelle nationale, cette technologie pourrait bien être un game changer dans la réduction de l'empreinte carbone. Le fait de valoriser ce CO2 et piéger le carbone du CO2 dans le biochar permet aujourd'hui de faire de l'ENR méthanisation la première énergie renouvelable à bilan carbone négatif. Si on équipait par exemple les 700 agriculteurs méthaniseurs aujourd'hui, c'est de l'ordre de 2 millions de tonnes de CO2 équivalent séquestré par an. Il faut savoir que la politique française de CCUS, c'est entre 4 et 8 millions de tonnes CO2 équivalent séquestré par an en 2030. Donc 2 millions de tonnes, on peut le faire aujourd'hui. On résume. Un gros levier pour réduire notre empreinte carbone, un bon coup de pouce pour les agriculteurs méthaniseurs et une technologie prête à l'emploi. Franchement, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on attend? On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Carbon Farming. Ciao! Vous le savez, il existe de nombreux labels qui mettent en avant l'impact sur la biodiversité. Mais sont-ils efficaces? On va le découvrir dans notre rubrique, ici, la biodiversité. Alors, nouvelle rubrique, nouveau format, on va répondre en 1 minute, pas plus, à la question « Labels alimentaires, quel impact sur la biodiversité ?» On va pas traîner, top départ. 10 labels ont été passés au crible dans une étude menée par l'INRAE pour évaluer leur impact réel sur la biodiversité. Objectif, proposer des pistes pour mieux évaluer leur efficacité. Chaque label couvre entre 1 et 19 pratiques ayant un effet sur la biodiversité, mais les chercheurs, eux, ont isolé 8 pratiques à forte confiance, scientifiquement reconnues comme bénéfiques. Verdict, les 3 labels bio, Règlement européen, Déméter et Nature et Progrès, sont les plus ambitieux. A l'inverse, le Blanqueur ne reprend aucune de ces 8 pratiques. Cela ne veut pas dire qu'il néglige la biodiversité, il lutte plutôt contre la déforestation importée, un enjeu pertinent mais hors cadre de l'analyse. Autre enseignement, certaines pratiques pourtant très efficaces sont peu reprises dans les labels comme le non-travail du sol ou les cultures associées. Mais le vrai défi ne se limite pas à dire ce qui est bon, il faut que les bonnes pratiques soient intégrées, mesurées, applicables et là, ça coince. Contraintes techniques ou manque de moyens des exploitations, diversité des sols et des climats, public varié à convaincre, bim, 1 minute. Bref, un bon label ne se contente pas d'afficher des intentions. Il doit rendre la biodiversité visible, mesurable et accessible à ceux qui la font vivre, et notamment aux agriculteurs. Alors sur nos exploitations agricoles, on se rend compte qu'effectivement le changement climatique va avoir des impacts et l'agroforesterie est une des solutions qui nous permet de nous adapter au changement climatique. Il y a les impacts par rapport effectivement au bien-être des animaux,
où là c'est un gros facteur d'évolution qu'on peut mettre en place dans les parcelles, de se dire on va apporter plus de confort à nos animaux avec plus d'ombre, avec éventuellement un côté brisement contre les intempéries qui peuvent être plus fortes et les variabilités plus fortes au niveau de ces intempéries. Et aussi, on va pouvoir, au niveau des aménagements agroforestiers, apporter des conditions plus favorables éventuellement à la pousse des cultures ou à la pousse de l'herbe qu'on trouve en dessous de ces aménagements agroforestiers pour pouvoir trouver des solutions pour les agriculteurs. Et ensuite, les aménagements agroforestiers qu'on va mettre dans les parcelles, ça va faire aussi partie des solutions d'atténuation du changement climatique, puisqu'en implantant plus d'éléments agroforestiers, plus de haies, plus d'arbres dans les parcelles, on augmente le stockage des gaz à effet de serre et du coup, on peut aussi se dire que l'agriculture, par ce biais-là, peut être une source de solution pour limiter les effets du changement climatique. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver chaque jour avec de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube et puis aussi de vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.